à tous, j'espère que vous allez bien sur cette fin de journée. Alors on va parler de salaire, un sujet hautement polémique, politique, source de frustration, de fantasmes aussi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que l'on fasse connaissance. Donc moi c'est Shirley Al-Mousnichi. Je suis recruteuse informatique depuis maintenant plus de 10 ans. Donc j'ai créé ma structure qui s'appelle BuildRH en tant qu'indépendante. Et donc je recrute pour des entreprises, mais je suis aussi agent de carrière. Donc ça c'est le mot plutôt stylé pour dire que j'accompagne les individus dans leur carrière, que ça soit sur des sujets de négociation salariale, que ça soit sur des sujets, par exemple, de simulation d'entretien de recrutement, sur le droit du travail. En ce moment, j'ai pas mal de besoins sur ça. Je suis aussi auteure de livres en recrutement. Donc j'ai écrit 3 livres, Les joies du recruteur, Startup Nation et The Pragmatic Recruiter. Alors oui, je m'appelle Shirley, mais vous pouvez m'appeler Charlotte. L'anglais et moi, on n'est pas toujours très copains. Je suis comique du dimanche, j'aime bien rire dans cette présentation. Il y aura des moments plutôt folklore, des blagues certainement très très nulles, mais moi, ça me détend. Voilà. Alors, concrètement, de quoi on va parler? Donc des bugs observés qui justifient trop souvent un salaire faible, avec évidemment les profils employeurs associés. Donc ça sera très caricatural, mais c'est voulu. Ensuite, on va faire une correction de bugs collective en vous donnant des contre-arguments. Et enfin, je vous donnerai tous mes tips pour anticiper la négociation salariale. Promis, ça va bien se passer. Je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi-même. Alors, posons le décor. Donc là, j'ai un petit beeper, je découvre cette télécommande. Donc vous êtes ici. Là. Hein. Et il y a le poste à pourvoir. Alors, il peut se passer 1 mois de processus de recrutement, 3 mois de processus de recrutement, vous me voyez venir, 6 mois de processus de recrutement, et là, 9 mois, enfin Mazel Tov. Il y a l'accouchement d'une proposition salariale, on est content, on a souffert, on s'est tenu la main, et puis on regarde le constat. Ah bah ça fait la gueule. Tout ça pour ça. Ok, super. Bon, l'idée, c'est pas de faire la tronche longtemps, mais de bien aussi comprendre pourquoi il y a ces fameux bugs. Alors, concrètement, les bugs et profils employeurs, le premier, on est sur l'argument classique, la grille salariale. Désolé, mais nous devons respecter la grille salariale. Je pense que vous l'avez entendu je ne sais combien de fois. La fameuse grille salariale, vous êtes souvent d'ailleurs derrière ces barreaux, plus souvent que Patrick Balkany. C'était gratuit. Et donc évidemment, le profil employeur en face, on a ce personnage. Je pense que vous voyez très très bien de quoi je parle. On est sur une personne drivée par les chiffres, un petit peu psychorigide. Encore une fois, c'est très caricatural, mais c'est voulu. C'est une personne qui vous dira, déjà, on te propose un salaire et un poste chez nous, c'est exceptionnel. Donc, contente-toi de ce salaire. Il peut y avoir aussi la pression syndicale. On est parfois dans les grands groupes. C'est un peu en mode garde-fou, donc c'est pas plus mal aussi. Mais voilà, cette personne va vraiment avoir des règles, des protocoles à respecter et il faut s'y tenir. Concernant la grille de marché, quand même, sur la partie développement en Île-de-France. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sont des éléments de chiffres que j'ai eus à travers les propositions salariales faites avec des candidats, avec les discussions avec d'autres recruteurs, mais il ne faut pas non plus le prendre au pied de la lettre. Moi, j'ai des personnes qui m'ont appelé en me disant bon, je propose tel salaire, je demande tel salaire parce que dans ta presse, il y avait ce chiffre. Alors, attention, ça dépend aussi grandement de vous, de vos compétences et de votre histoire professionnelle. Donc ça, c'est en Île-de-France. Je suis basée sur du junior confirmé senior avec un nombre d'années d'expérience, mais j'ai bien conscience que la juniorité et parfois même la seniorité ne se mesurent pas toujours au nombre d'années d'expérience. Concernant la région, j'ai pas dit en province, hein, je vous ai respecté. On est quand même sur des salaires un peu plus faibles, évidemment, surtout au niveau des gros salaires où il peut y avoir un gap aux alentours de 10 à 15 10 à 15 KE, par rapport aux gros salaires.
Alors j'ai dit à plus de 10 ans d'expérience, évidemment il existe des développeurs et développeuses qui ont bien plus de 10 ans d'expérience, mais c'est pour vous donner encore une fois un ordre d'idée des différents salaires sur le marché, en sachant que dans une période de crise comme maintenant, il y a quand même une petite régression des salaires et je vous en parlerai plus tard. Le bug numéro 2, c'est le traitement équitable. Désolé, mes courgettes étaient cliques depuis 3 ans chez nous. Et tu auras plus que lui en arrivant. Alors pourquoi courgettes ? Parce que moi j'adore cuisiner les courgettes, mais il y a aussi beaucoup de cours de courgettes dans les équipes. Et donc évidemment, là j'ai donné le profil employeur de Didier Deschamps. Vous voyez tout de suite de quoi je parle en disant ça, on est sur un profil plutôt bienveillant à la base. Il va se dire non, moi je veux pas de distorsion dans mes équipes, je veux pas d'embrouille, je veux que les personnes vraiment restent dans l'équipe. Donc si je te propose plus, il y a Mich qui va partir de mon équipe, ça va être compliqué. Donc vraiment, voyons collectif, je peux pas te proposer plus que Mich ou courgette, bien sûr. Le bug numéro 3, les finances. Donc là, c'est désolé, mais les finances sont compliquées, je ne peux pas donner plus. Un bug qui est arrivé beaucoup en 2022, 2023, 2024, peut-être 2025. Et donc là, on ne sait pas toujours si c'est vrai ou si c'est faux. D'un instant, on vous dit ça, et puis d'un coup, dans la presse, on voit 80 millions de levées de fonds. On ne sait pas toujours, mais une chose est sûre, c'est que le profil employeur associé à ce bug, j'ai pensé à notre ami François Damiens. Je l'imagine parfaitement à la tête d'une start-up où ils sont en train de lever des fonds, par exemple, où ils sont 2 personnes à la tête de l'entreprise et ils attendent d'avoir des ressources financières. Ça peut être aussi à la tête d'une structure dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, où là, pour le coup, ils sauvent la planète, mais ils ne peuvent pas sauver le portefeuille, ou encore même dans le domaine du secteur public. Je pense que là, pour le coup, je vous apprends rien par rapport à ça. Et d'ailleurs, ils ont tellement du mal à recruter qu'ils voient des gens partir. Et François Damiens et ses copains se sont dit, et si on limitait la circulation du public vers le privé. Je pense que, voilà, je ne suis pas citée d'entreprise, mais vous voyez de qui je parle. Et donc, pour lui, vraiment, son sujet, ce sont les finances. Le niveau technique, c'est un sujet qui arrive souvent en fin de process. Désolé, mais je te prends, mais tu n'as pas été assez convaincante ou convaincant techniquement. Il y a une marge de progression à faire. Donc là, c'est pareil, déceler le vrai du faux, c'est pas simple. D'autant plus, voilà, si vous avez eu l'impression que parfois les exercices techniques étaient un peu au-delà des attentes. Et c'est un peu comme dans le monde de l'immobilier. Parfois, on cherche aussi les vis dans votre code comme on cherche les vis dans un appartement. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Vous voulez faire baisser le prix et donc vous dites finalement c'est pas ouf cet appart et ça fait baisser le prix. Votre code c'est pareil, on cherche des fois les vis pour faire baisser le salaire. Donc là, en profil, j'ai imaginé ce monsieur à la tête d'une licorne ou d'une start-up qui se croit parfois un petit peu plus beau qu'il ne l'est. Et donc, lui, son processus de recrutement, c'est 14 étapes, 13 qui sont techniques. Il veut recruter un astronaute pour finalement, dans la réalité, décoller des post-it. Et donc, à un moment donné, on sent le workaholisme, on sent que c'est compliqué. Lui, il va vraiment miser sur l'excellence technique, le mouton à 46 pattes pour dire, voilà, je justifie ce salaire. Donc lui, en l'occurrence, les 9 mois de process de recrutement, ça peut arriver, hein, vraiment. Plaisir de négocier. Donc là, vraiment, il y a des personnes, ils ont le budget. Tout va bien pour eux, mais c'est leur petit plaisir du quotidien. Négocier, ils négocient avec leurs femmes, avec leurs enfants, même quand ils sont au voyage au Maroc, ils négocient tout le temps. Et donc, on a le profil de Patrick. Patrick, lui, il est plutôt très bon négociateur. On le voit dans le monde de l'ESN, où parfois, sur une même ligne comptable, on a le matériel informatique et les consultants. Ou encore même dans le monde de la grande distribution, on réfléchit aux promotions sur les stages, les alternants, etc., etc. Ou encore même dans le monde du luxe aussi. Et pour le coup, lui, il va vraiment miser sur le rapport de force. Il va avoir un petit peu un ascendant. Je dis il, mais ça peut être elle, hein, très clairement. Il peut avoir un ascendant lors de l'entretien. Il veut montrer quelque part que, voilà, à la fin, il dira j'ai réussi, j'ai gagné 5 KE sur le salaire de Mich, je suis super content. Et donc, on est vraiment dans le principe de la négo salariale.
Concernant le bug numéro 6, certainement le bug le plus fâcheux, c'est la discrimination salariale. J'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé un petit peu partout, et c'est vrai que je vois, quand je tape ça sur Google, je vois beaucoup les hommes et les femmes. Il y a une discrimination flagrante aux alentours de 20%. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ce que moi, en tout cas, je vois dans le quotidien, une discrimination aussi grandement vis-à-vis des personnes avec un neuroatypisme. Des personnes qui sont en situation de handicap visible ou invisible, des personnes âgées dans la tech. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est un vrai sujet. Et donc là, pour le coup, on a le profil d'Hubert. Hubert, il est fabuleux, il est partout. Pour le coup, lui, il est dans toutes les organisations. Il n'y a pas une chasse gardée, hein. Et donc, ce Hubert, il fera un post LinkedIn avec des smileys, des fusées, disant à quel point il est engagé dans l'inclusion, la diversité. C'est son cheval de bataille. Et puis, à côté de ça, quand on gratte un peu et quand on voit les coulisses de la boutique d'Hubert, on voit que finalement, il recrute Mohamed beaucoup moins cher qu'un ingénieur français. Ou encore même, il mettra la seule femme de son équipe sur toutes les photos « Welcome to the jungle ». Bref, lui, il vise la marque employeur. Et même sur les personnes dyslexiques, il dira « Je n'ai recruté une personne dyslexique », mais en même temps, il fera la discrimination sur les fautes d'orthographe. Bref, Hubert, il est fabuleux. Quand il se beurre pas la biscotte, il met un coup de polish dans le droit du travail. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, évidemment, je vous ai dit c'était très très caricatural, mais ça reste quand même une réalité. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'informatique, et j'ai envie de dire en ce moment, au début, je l'ai faite cette presse il y a presque quelques mois, mais ça dure encore, on est sur des finances en peau de chagrin, l'éclatement d'une bulle, c'est la fin des levées de fonds, c'est le début des levées de fions. Siège éjectable, en veux-tu, en voilà, on coupe les équipes. Pourquoi ? Évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine, l'augmentation des taux d'intérêt, les investisseurs trouvent ça moins intéressant. La France en sort un petit peu parce qu'on est sur un secteur un peu plus traditionnel qu'on appelle value, c'est la grande distribution, les industries, les banques, les assurances, qui recrutent un petit peu plus, mais elles valorisent quand même beaucoup moins l'informatique. Je ne vais pas faire de généralité. Mais pour ce secteur, l'informatique est vue comme un centre de coûts et moins comme un centre de profit. Donc ça fait baisser les salaires. Il y a moins de concurrence avec les employeurs américains aussi qui recrutaient énormément. Ça faisait des surenchères salariales. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Marché inversé, c'est comme dans le monde de l'immobilier. Il y a moins d'offres et plus de candidats. Moi, en tant qu'agent de carrière, je vous le dis franchement, j'accompagnais une personne il y a quelques années, j'avais 15 opportunités sur cette personne. C'était conciergerie du recrutement, tu choisis ce poste, double vasque, qu'est-ce qui t'intéresse en fait? Maintenant, avec cette même personne, je suis témoin de Java. Je tape aux portes, bonjour, c'est votre messie pour votre équipe, allez-y, recrutez-le. Bref, donc c'est vraiment devenu beaucoup plus compliqué. Et puis aussi, il y a des craintes et des incertitudes dans l'avenir. Diversité, évidemment, qui prend cher. Il y a une frilosité. Moi, je le vois, des process de recrutement, avant, ça allait super vite. On donne la chance, pourquoi pas? De toute façon, si on n'est pas rentable, il y a la levée de fonds derrière, c'est pas gênant. Maintenant, on attend des entreprises qu'elles soient rentables. C'est fou, quand même. Et donc, forcément, que ça prend plus de temps pour prendre une décision de recrutement. Et la diversité prend cher. On recrute moins de personnes, voilà, pour lesquelles on pourrait donner justement la chance. On est passé de la start-up nation à la discrimination. Et ça commence à durer en fait, parce qu'il y a eu aussi le coronavirus, il y a eu les coronavirés. Ça commence à durer, ça dure, et des fois je me dis mais c'est pas possible, ce bug, c'est plus un bug, c'est une feature. Et vu la taille de la douleur, j'ai mis le S en parenthèse, vous l'aurez compris, que ça peut être tout à fait autre chose. Ah oui, j'ai osé, je vous ai dit, l'humour navré pour ceux qui sont choqués. Mais il faut savoir se dire les choses. Alors, évidemment, correction de bugs. Là, pareil, je ne vous donne pas de baguette magique, mais vraiment des idées que vous allez pouvoir mettre à votre sauce, pouvoir implémenter dans votre quotidien. Le premier bug, je vous parlais de la grille salariale.
La grille salariale, évidemment, comme je le disais, c'est souvent dans le domaine des grands groupes. Et donc, là, je ne vous apprends rien, mais quand même, il faut savoir le rappeler que ça a du sens d'autant plus aujourd'hui. Il y a les bonus et les avantages. Il y a participation, il y a l'intéressement, il y a parfois des congés à hauteur de beaucoup plus de jours que dans une start-up. Il y a des RTT, ça c'est devenu même un avantage de nos jours. Donc voilà, donc vraiment, c'est important aussi de mettre dans la balance ce qu'il peut y avoir à côté, le variable et le salaire fixe. Que ça soit pour la grille salariale ou autre chose, je l'ai mis là parce que ça a du sens avec l'exemple que je vais vous donner, mais il y a aussi le miroir empathique. Dans la négociation, on n'est pas toujours dans un rapport de force, on n'est pas des Patrick. Il faut aussi savoir se mettre dans une posture où comment la personne communique, quels sont ses éléments de langage et comment on peut à un moment donné avoir les mêmes éléments de langage pour être entendu, compris. Et souvent dans la tech, parfois il y a un gros schisme à ce niveau-là. Et typiquement, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ils sont très chiffres, très productivité. Dire à cette personne, franchement, je suis motivée, ça me plaît, mais là, le salaire que vous proposez, ça va peser en termes de charge mentale, je vais être beaucoup moins productif. Peut-être que ça peut avoir son petit effet. Ensuite, il y a l'explication de la grille salariale. Parfois, dans des entreprises, il y a des grilles salariales qui puent le formol. Elles datent depuis je ne sais combien d'années. On a juste remplacé un mot-clé, par exemple, je sais pas, COBOL par React, et hop, on change dans la grille. Non, mais je caricature, mais c'est vrai. Par contre, il y en a d'autres, des entreprises où vraiment elles ont fait ce travail de politique salariale, où il y a justement des vraies explications sur les différents profils, les évolutions des profils, les augmentations de salaire. Et donc, c'est là qu'il faut aller chercher. C'est ces entreprises qui ont défini une vraie politique et qui sont capables de vous faire progresser en termes de salaire. Concernant l'équité, donc là, on est dans l'équipe de Didier Deschamps. Donc, Didier Deschamps, il est très sympa, mais il a tendance, du coup, avec cette vision collective à outrance, parfois, à avoir des équipes très homogènes, soit que des juniors, soit que des seniors, soit que des back-end, soit que des front-end. Et donc, vraiment, là où ça va faire la différence avec un Didier, c'est la complémentarité de vos compétences. Et cette capacité aussi à donner en retour. OK, vous me recrutez en tant que développeur, mais je peux aussi apporter autre chose, aider les personnes à la formation, être aussi dans la cooptation, etc., etc. Décision collective, Didier, il a, comme je disais, toujours choisi les choses de façon très collective, que ce soit les choix techniques, que ce soit les méthodos, que ce soit la couleur du PQ, tout est collectif avec Didier. Et moi, j'ai une personne qui m'a dit, mais en fait, si Didier est toujours dans la démarche collective, pourquoi je ne pourrais pas parler de mon salaire avec Didier et ses équipes ? J'ai dit, oula, Mich-Mich. Alors évidemment, il ne s'appelle pas Mich-Mich, mais j'ai dit, quand même, c'est ambitieux. Tu veux vraiment faire un entretien en plus, en fait, pour discuter de ton salaire ? Et ben, il me dit, bah, franchement, pourquoi pas, essayons, et j'ai de bons arguments, etc., etc. Donc, ils ont fait un entretien autour de la politique salariale et donc la roadmap de poste pour les mois à venir. Et il se trouve que ça a très bien fonctionné. Il a obtenu le salaire qu'il voulait. Alors ça, évidemment, il faut savoir le faire, mais ça peut être une technique à faire. Ensuite, il y a la revalorisation fin de période d'essai. Donc Didier veut savoir ce que vous valez sur le terrain. Il est là à dire, franchement, 75, c'est un peu fort, là, j'ai pas le budget. Mais je te prends 70 et au bout de 6 mois ou 4 mois, je te revalorise à 75 à la fin de la période d'essai. Ça, j'ai déjà vu, ça a marché aussi. Donc ça peut être une négo à faire avec l'entreprise, surtout si vous êtes très motivé, bien évidemment. Et surtout l'écrire sur le contrat. Parce que des fois, c'est « Ah oui, je te revalorise au bout de 4 mois. » Et puis après, « Attends, mais j'ai dit ça, moi ?» Je ne m'en rappelle pas. Donc vraiment, il faut que ça soit écrit dans le contrat de travail. Les finances, on est là donc avec François. On ne va pas se mentir, François ne recrute pas un salarié. François, il recrute un associé, en fait. Un lead ou une lead dev qui va être bien plus qu'un codeur ou une codeuse. Son quotidien, ça va être vraiment de prendre des risques avec l'entreprise, de parfois gérer un POC qui va évoluer vers un MVP et peut-être même une entreprise qui va enfin faire de l'argent. Donc là, il faut indexer le risque avec François. Il faut dire à un moment donné quels sont les sujets autour des BSPCE. Des fois, ce n'est pas toujours un sujet à prendre en compte, ça peut être aussi des primes, ça peut être des primes sur objectif. Donc là, il faut aller chercher le variable avec le risque. Il faut aussi pointer les coûts de recherche avec le partenaire en recrutement avec qui vous êtes en relation. Je m'explique. Moi, des fois, François il me dit « Non, Shirley, c'est pas possible, Mich-Mich, là, je peux pas le prendre à 5 AE de plus, c'est beaucoup trop cher. »
Et moi, là, je regarde François et je dis, écoute-moi bien, mon petit François. Ça va faire 6 mois que tu recherches ton mich-mich. En plus de ça, la levée de fonds n'a toujours pas lieu parce que tu n'as pas fait grandir ton équipe. En plus de ça, mich-mich numéro 2 de l'équipe est parti. Et là, tu as quelqu'un qui est au top dans ton équipe et tu me dis que c'est trop cher et finalement, il ne va pas prendre le poste. Ça te coûte combien, ça ? En termes de temps, en termes de perte d'argent, en termes de perte d'évolution de features, etc. Donc ça, c'est vraiment important de se dire à un moment donné, le temps, c'est de l'argent, et plus ils mettent du temps à recruter, plus c'est une perte d'argent sur bien d'autres aspects, et finalement, 5 KE, c'est pas grand-chose. La polyvalence, avant François, il avait une levée de fonds, il pouvait recruter 14 personnes. Genre du jour au lendemain, d'ailleurs, ça m'a toujours surpris, autant de monde pour des fois des trucs pas ouf. Et maintenant, il peut recruter qu'une personne. Mais il a les exigences des 14. Il veut un ops, un data, un back-end, tout ça en une même personne, et même laveur de vitres. Ça fait un peu beaucoup. Mais par contre, si avec votre recrutement, il arrive à recruter 4 personnes en une, ça peut avoir du sens. Je caricature encore une fois, mais des fois, la polyvalence, plus vous avez des compétences à mettre sur la table, plus ça se négocie aussi à l'entretien. Idem par rapport aux responsabilités. Si vos responsabilités, c'est pas faire que du recrutement, mais c'est de recruter les personnes, pas faire que du développement, pardon, mais de recruter, de faire de la contribution, d'aller à des conférences, d'être vraiment beaucoup plus que juste l'exécution du développement, ça peut aussi avoir du sens. Et enfin, avec François, son sujet, c'est les sujets sociaux. Apparemment, c'est une ESS, voilà, l'économie sociale et solidaire, le monde public, etc. Et là, ça peut être intéressant d'aller challenger François en disant à quel point le sujet social s'incarne aujourd'hui dans ta société, en fait. Et donc, c'est d'aller chercher du télétravail, d'aller chercher peut-être tout ce qu'il peut y avoir à côté en matière d'avantages sociaux, comme par exemple la semaine de 4 jours. 39% des DSI envisageaient de mettre en place en 2023 la semaine de 4 jours pour le même salaire. Pas pour les mêmes horaires, hein, attention. Mais voilà, ça existe, c'est possible. Après, avoir parfois avec des François qui n'ont pas les budgets, ils peuvent donner pas mal d'avantages sociaux à côté. Le niveau technique. Donc là, c'est toujours pareil, savoir si c'est vrai ou pas vrai. C'est pour ça que je pense vraiment, je vous le dis en toute sincérité, demander un feedback immédiatement après l'entretien pour savoir ce qu'il en est. Parfois, on va vous chercher des dingueries, ça fait, je sais pas, je ne sais combien de semaines que vous avez passé un entretien technique, vous avez plusieurs process en parallèle, vous avez totalement oublié et vous allez dire « Ah, ok, il y a eu ça comme problème, je ne comprends pas très bien, mais ok ». Donc vraiment chercher du feedback immédiat. Si par exemple, dans le feedback, c'est bien justifié que le niveau n'est pas au rendez-vous et on vous prend quand même, pourquoi ? Pourquoi vous me prenez? Et quelle est la contrepartie en formation derrière? Est-ce que vous allez m'aider, m'accompagner? Parce que des fois, on vous prend par défaut, en mode on n'en peut plus, allez, on a vu je ne sais combien de personnes, on ne sait plus, allez, on prend lui, il fera l'affaire, etc. Et vous sautez à la période d'essai. Donc c'est important de comprendre le pourquoi finalement on vous prend et quelle est la contrepartie en formation. Ça peut être aussi possible de se positionner sur un autre poste. Peut-être que ce poste était trop ambitieux ou alors trop éloigné de vos compétences. Moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit bah, moi, j'ai bien envie de tester un autre poste. Est-ce que tu penses que c'est jouable? Et j'ai dit, bah, franchement, c'est osé, mais pourquoi pas? Je peux en poser la question. Et parfois, ça a très, très bien fonctionné. Concernant la négo, on est avec Patrick. Donc, lui, il faut chatouiller son ego. C'est-à-dire la valeur. Quel est votre apport de valeur? Ça peut être aussi bien au niveau de l'image, communication. Ça peut être dans l'expertise. Patrick, parfois, il est un commercial. Il ne s'y connaît pas trop dans la tech. Plus vous montrez quelque part que vous allez le rassurer, l'accompagner, l'aider, ça va lui faire plaisir. La cooptation, apporter du réseau, des clients, ça a du sens pour Patrick. Parfois, Patrick, il se croit un petit peu plus beau qu'il ne l'est. Moi, j'ai déjà eu un Patrick en face qui m'a dit « Shirley, t'es beaucoup trop cher dans tes tarifs. » Parce que je suis indépendante. Et là, je lui ai dit « Mais cher par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu attends? Quels sont tes points de faiblesse, tes points de souffrance? Et comment je peux être pertinente par rapport à ça ?» Donc c'est vraiment intéressant de le challenger. Parfois, il veut savoir si vous avez du répondant, Patrick. Et mettre des limites avec Patrick, parce que c'est épuisant. Les allers-retours de négociation. Moi, j'en ai déjà eu parfois 4 allers-retours. J'ai dit stop, on arrête, parce que si c'est trop pénible maintenant, je sais que ça va être trop pénible après. Ça va être de la négo pour recruter. Ça va être de la négo pour aller à une conférence super comme BDX.io. Ça va être, par exemple, de la négo sur, je ne sais pas, des choix techniques, etc. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop avec Patrick.
La discrimination. Là, j'ai fait un slide où ça a l'air super simple, go, no go, machin. Mais dans la réalité, on ne va pas se mentir, il y a 2 salles de ambiance dans le monde de la tech. Il y a vraiment ceux qui peuvent dire un gros fuck en disant « non mais même pas en rêve j'y vais, et puis vas-y mes conditions, tu les respectes pas, j'y vais pas ». Et puis il y en a pour qui c'est vraiment beaucoup plus compliqué, qui sont des vrais témoins de Java, qui tapent aux portes, ils n'arrêtent pas, ça finit pas. Et vraiment, ça j'ai envie de vous dire que ça à prendre en considération. Je vous donne l'exemple de ma maman, qui n'est pas dans la tech, mais par le passé, elle a eu des gros soucis pour trouver un job. Elle a 4 enfants, dont je fais partie, 2 paires de jumeaux à seulement 18 mois d'intervalle. Gros challenge. À côté de ça, elle a des origines maghrébines. Et la discrimination, c'était compliqué. Et puis un jour, on lui a dit « Bon, ma bichette, on te donne enfin ta chance, moins 20% sur ton salaire. » Et vous pensez qu'elle allait dire « Eh oh, ça va pas ou quoi ?» Elle a accepté. Elle a accepté parce qu'il faut remplir le frigo, parce que c'est compliqué. Il y en a plein comme ça, notamment en reconversion, pour qui c'est très compliqué, ils ont des vies avant. Et je vous dis ça parce que ce qu'elle m'a dit, à ce moment-là, elle m'a dit « Ok, on te met une claque, mais le principe, c'est pas de tendre l'autre joue, mais de tendre l'oreille. Au réseau, à la formation, à tout ce que tu peux choper dans cette expérience pour après, derrière, avoir un tremplin et connaître de tes erreurs, apprendre de tes échecs. » Donc j'ai envie de vous dire, des fois, c'est moche ce qui peut se passer dans la tech, mais prenez en connaissance de cause, y allez-y. Vous aussi exploitez quelque part cette expérience, autant que quelque part ils peuvent le faire aussi. Quelle attitude adopter? Donc je fais un petit résumé, mais je pense que voilà, je vous l'ai un petit peu dit déjà tout à l'heure, l'effet miroir, l'empathie tactique, aller vraiment sur des critiques que vous pouvez faire, mais avec un dialogue très constructif, pas être dans l'agressivité, pas être dans « je sors de mes gonds », ça ne sert strictement à rien. Être motivé, mais posez vos limites, vous n'êtes pas des pigeons. Être toujours force tranquille. Et ça, c'est parfois le plus dur quand on voit des fois vraiment des choses hallucinantes dans le process de recrutement. Alors, sur un malentendu, ça peut marcher, notre ami Jean-Claude. Alors oui, il y en a des fois, ils ont osé, ça a fonctionné vraiment super bien, mais là, vraiment, à travers cette dernière partie, j'ai vraiment envie de vous donner des tips pour la négo, voire même pour ne pas être obligé de négocier, en fait. Et pour ça, ça commence par bien se connaître. Connais-toi toi-même. Qui êtes-vous par rapport à l'argent, en fait? C'est tout bête, mais on a tous un rapport très, très différent par rapport à l'argent. C'est lié à notre éducation, c'est lié à nos traumas aussi, c'est lié à notre religion pour certains et certaines. Et on n'est pas du tout égaux par rapport à ça. Typiquement, il y a des personnes qui vont faire une demande de salaire faible parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. Ouais, je demande ce salaire parce que le marché le demande, mais moi, je sais que je ne vaux pas ça. Ou il y en a pour qui c'est vraiment pas du tout important. Tant mieux pour eux. Il y en a pour qui c'est une revanche sociale. Le palier de salaire, c'est un niveau de réussite. C'est j'ai réussi aux yeux de mes enfants, j'ai réussi aux yeux de ma femme, aux yeux de mes collègues. Donc c'est important. Il y en a pour qui c'est le mur porteur familial. Il y en a pour qui tout repose sur eux sur le plan familial et donc ils ne peuvent pas non plus négocier comme ils veulent et c'est un peu le cas de ma maman typiquement. Et donc déjà, passons chaque étape du processus de recrutement. Il y a tout d'abord le choix du poste. Est-ce que vous partez avec des bonnes armes par rapport au choix du poste? Est-ce que vous êtes dans votre zone de confort ou avec vraiment des compétences et une plus-value, ou au contraire, on s'en éloigne? Est-ce que c'est un secteur qui paye bien où vous êtes? Est-ce que vous allez postuler chez Red Hat ou vous allez postuler dans le secteur public? C'est tout bête, mais ça joue. Est-ce que c'est un poste qui paye bien aussi? Typiquement, les personnes allant vers les jobs particulièrement courtisés, Ops, Data, Sécurité, Cloud, peuvent espérer un gain salarial de 7 à 13%. La moyenne, c'est 10%, et les augmentations en interne, grâce, entre guillemets, à l'inflation, c'est 4 à 5%. Donc, avoir conscience aussi de où vous vous trouvez et quel est aussi l'équilibre entre l'offre et la demande. Je vois par exemple beaucoup de personnes en reconversion qui vont tout de suite se diriger vers du développement front-end. C'est bouché. Donc forcément, ça fait baisser les salaires. Il y a des jobs très courtisés comme les jobs de la responsabilité qui sont moins nombreux. Donc il y a forcément des différences salariales aussi qui se jouent à ce niveau-là.
Il y a la localisation, des personnes des fois qui sont de région parisienne, qui veulent aller en région et qui ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, il va falloir faire des efforts sur le plan salarial. Donc c'est déjà important de comprendre déjà le choix du poste, comment il vous conditionne ou non dans la négociation salariale. Ensuite, il y a l'observation. L'observation notamment de l'annonce en recrutement. Alors quand elle est bien fournie et quand il y a du détail, ça peut être intéressant d'aller chercher les éléments de langage, d'aller chercher les noms des personnes qu'il y a dans l'entreprise, de voir si vraiment déjà la culture vous parle et vous intéresse. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez envie de négocier? L'annonce en recrutement, est-ce qu'elle est en ligne depuis 2 jours ou est-ce qu'elle est en ligne depuis 2 mois? C'est tout bête, mais des fois, les meilleures négociations se font à l'usure. C'est comme les appartements. Voilà, donc des fois, ça peut avoir du sens. L'observation, c'est aussi l'observation du marché. Ça peut être des gens qui sont proches de vous, mais ça peut être aussi de la data. Et typiquement, il y a pas mal d'outils, même des personnes comme Denis Germain, qui est présent ici, qui récoltent beaucoup d'informations autour de la data salariale, notamment sur la région bordelaise. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à aller sur son GitHub. Il me semble que c'est sur GitHub, si je ne me trompe pas. Non, c'est un blog, peut-être, personnellement, bref. Mais en tout cas, il y a vraiment énormément d'informations pertinentes. Il y a aussi Seios, qui fait beaucoup de baromètres tous les ans des salaires. Si vous allez plus à l'international, il y a Levels, qui compare non seulement les salaires, mais aussi ce que j'appelle le package, c'est-à-dire tout ce qui va être avantage à côté. Les entreprises Figures, typiquement, pour leur politique de rémunération, se basent sur cet outil-là, donc ça peut être intéressant. La FUP aussi, pour tout ce qui est profil PHP. Je dis ça parce que parfois, je remarque qu'il y a une différence aussi au niveau des langages en termes de salaire. Que ce soit Java, PHP, parfois, il peut y avoir des grosses différences. Donc vraiment, allez chercher l'information déjà aussi sur le marché. Allez chercher l'information sur la santé financière de l'entreprise. La santé financière de l'entreprise, ce n'est pas uniquement un chiffre d'affaires. C'est aussi regarder sa trésorerie, son revenu mensuel récurrent. Est-ce qu'elle est en phase de PSE ou pas? Des fois, en observant LinkedIn, vous voyez plein de gens open to work dans cette même entreprise. Potentiellement, ça pue le PSE. Donc vous pouvez vous dire, là, si je vais là-bas, la négociation, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Le staff aussi, si vous voyez sur LinkedIn qu'il n'y a que des juniors, peut-être qu'ils ont une politique du salaire faible. Ou s'il y a des gens un peu cadres techniques que vous connaissez dans votre entourage qui y sont, vous pouvez vous dire, tiens, ils sont capables de recruter cette personne, ça peut avoir du sens que du coup je postule parce qu'ils ont des gens bien payés dans cette entreprise. Et à partir de là, faites tes calculs, Kevin. Alors j'ai dit Kevin, mais ça peut être tout autre prénom, Josiane, Georgette. Mais c'est important de s'y tenir. Une fois que vous avez fait vos calculs, restez-y et je vous en parlerai plus tard. Le face-à-face RH, c'est souvent une étape négligée. Vous êtes là à vous dire « Oh là là, je rencontre une personne, elle n'y connaît rien. Est-ce que je peux passer à l'étape d'après? C'est beaucoup plus intéressant. » Grave erreur, dommage, parce que là, vous allez vous faire une personne alliée dans la négociation salariale. Alors, face-à-face RH, face-à-face recrutement, face-à-face opérationnel, toutes les personnes qui ne sont pas dans la pure technique. Je m'explique. Parfois, vous êtes là à me parler de votre parcours professionnel avec plein de mots-clés. Java, les versions, c'est intéressant, ça augmente ma culture sur les mots-clés. Mais là où ça peut avoir vraiment du sens, c'est de faire un entretien où vous allez partager votre impact. Quel a été votre impact durant votre expérience professionnelle? Ça peut être un impact technique. Est-ce que vous avez géré un projet from scratch, un projet legacy? Est-ce que vous avez géré des problématiques métiers où il y a de la programmation concurrente? Est-ce que vous avez géré des pics de charge, des données critiques? Ça peut avoir du sens. L'impact, ça peut être aussi sur le plan méthodologique. Voilà, l'entreprise elle est en train de grandir. Au début, elle était toute petite entreprise, elle passe scale-up. Il y a plein d'automatisation à faire, il faut assainir la solution. Ça a du sens, c'est un véritable impact. Ça peut être aussi un impact humain. Est-ce que vous avez recruté? Est-ce que vous avez formé? Est-ce que vous avez aidé justement à faire grandir l'entreprise? Et tout ça en vous basant sur des faits concrets, en faisant des parallèles avec l'entreprise pour laquelle vous postulez. Et là, la personne elle va se dire « Ah, c'est génial, c'est pas juste une histoire professionnelle que j'écoute, ça match aussi avec mon poste. Et c'est cette personne qu'il me faut dans mon équipe. »
Ensuite, il faut bien questionner aussi. Vous êtes là à vous dire, bon, bah, je balance mon parcours, ça va durer tant de temps, puis à la fin, j'ai juste des questions très basiques, est-ce qu'il y a des RTT, machin, machin. Je trouve que c'est dommage parce que bien questionner, ça vous donne aussi pas mal d'éléments de négociation par rapport au salaire. C'est-à-dire qu'il va falloir négocier, par exemple, il va falloir questionner sur est-ce qu'il y a des personnes dans le poste, est-ce qu'il y a des gens qui ont postulé. Ça peut être aussi, est-ce que l'entreprise se porte bien ou pas sur le plan financier? Est-ce qu'elle a un modèle financier? Elle a des clients? Et toujours annoncer une ou deux pistes pour la suite. L'entreprise se bagarre beaucoup plus quand elle a une ou deux pistes en face que si vous êtes tout seul. Des fois, vous me dites « Oh, Shirley, il n'y a pas de souci, tu es toute seule, je ne suis pas à l'écoute, etc. » Dites toujours quand même que vous avez une piste en face, de façon à ce que derrière, quand vous arrivez à la fin du process, vous pouvez dire « Bon, bah, je suis très motivée pour le poste, mais en face, on me propose tant. Je vais réfléchir. » Et là, je vais réfléchir, il nous achève généralement. Ensuite, la question du salaire. Souvent, là, Kevin, il fait plein d'erreurs. Il est là à me dire, mon salaire souhaité, c'est 55 KE, parce que tout simplement, je vais m'acheter une maison, puis en plus de ça, je dois payer la nounou, et puis en plus de ça, j'ai un achat de voiture, etc. Donc, généralement, vous donnez le salaire actuel, puis le salaire souhaité avec plein de détails, et en plus de ça, vous donnez une fourchette. Je veux entre 40 et 50. Là, vous tombez sur Patrick, qui va dire, bon, bah, ok, on va prendre le 40, voire même un peu plus en dessous. Donc, allez vraiment sur un chiffre spécifique. Plus ou moins, par exemple, bon, là, je donne un exemple, ça sera la presse, mais plus ou moins 72 KE. Il y a la méthode Ackermann qui, des fois, marche très bien, c'est d'augmenter un peu plus. Par exemple, vous voulez 72, vous dites, ok, 80. Et dans les allers-retours de négociation, vous allez montrer votre motivation. Bon, après, c'est une méthode que moi, je ne propose pas toujours parce qu'elle n'est pas simple. Il faut être sacrément sûr de soi, mais parfois, ça peut très bien fonctionner. Et donc, évidemment, il faut se taire, ne pas donner trop de détails. Il y a ta propale qui dort, Kevin. Donc vraiment, le recruteur ou la recruteuse n'est pas ton banquier. Donc vraiment, ne va pas dans les détails. Donc voilà, explication de la flexibilité, plus ou moins 72 KE, des fois les freelances le font avec des TJ, ils expliquent leur flexibilité sur le fait que bah, voilà, la mission elle est de longue durée, la mission elle est proche de mon habitation, il y a du full remote, donc je varie mon TJ. Bah, faites pareil sur le salaire en fait. Si c'est une stack qui vous intéresse, si derrière il y a du surinvestissement, peut-être que ce n'est pas tout à fait le même salaire à demander. La rencontre technique, important de comprendre les attentes prioritaires sur le poste et surtout le format d'évaluation. Est-ce qu'on est sur un entretien pur technique ou alors sur un entretien où il y a des soft skills? Parce que des fois, sur l'entretien technique soft skills, vous n'allez pas vous battre sur les mêmes choses et même pas vous entraîner aussi sur les mêmes choses. Il y a des entraînements purs techniques comme lead code, coding game, etc. Mais il y a des entraînements, des fois, qui peuvent se faire avec des mentors techniques, qui peuvent se faire avec aussi des agents de carrière, pour justement performer l'entretien technique. Demandez un feedback, faites vos critiques éventuelles et surtout observez les points de souffrance. Concernant l'équipe, des fois, cette étape est négligée, vous n'avez pas la possibilité de la rencontrer, alors que le poste vous vend du rêve, mais parfois l'équipe, elle est claquée au sol. Donc vraiment, essayez de rencontrer au maximum l'équipe, d'identifier les personnes influentes, celles une fois de plus qui vont être vos alliés pour la proposition salariale. La proposition d'embauche, enfin, on y est, ça y est, 9 mois sont passés. Je plaisante, bien sûr, à peu près, c'est un mois à 2 mois. Mais quand même, surtout en ce moment. Et donc là, c'est vraiment laissez-le devenir. Laissez-vous un temps de réflexion de plus ou moins 48 heures à 1 semaine, grand maximum. Après, ça dépend voilà, du timing, si c'est des vacances, etc. Mais globalement, au-delà, quand même, on peut se dire, ça pue un peu, on n'est pas sa piste privilégiée, il est en train d'attendre une proposition ailleurs. Parlez à des personnes de confiance, 1 à 2, 3 personnes qui vous semblent pertinentes en matière de conseil et ne mettez pas sur Twitter « Bon, voilà, j'ai obtenu ce salaire, vous en pensez quoi les gens ?» Là, il y a la terre entière qui vous parle, vous ne savez plus où mettre la tête. Donc c'est important vraiment de partager avec des personnes de confiance, de rester cohérent aussi. Des fois, vous dites « Ah, j'ai vu l'équipe, je demande finalement bien plus. » C'est la meilleure façon de se flinguer la négo. Et faites une contre-offre argumentée sur des faits, avec voilà, de l'empathie tactique et le bon timing, si possible, milieu de semaine, si vous arrivez avec une contre-offre un début de semaine lundi ou avant le week-end, parfois, bon, ça peut être pas toujours facile.
Plus de 8 cadres sur 10 ayant négocié leur salaire se déclarent satisfaits de l'issue de la négociation, d'autant que 65% des cadres ayant obtenu un salaire demandé ont obtenu le salaire demandé, voire un salaire supérieur. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle en 2024. Alors tu conclus, évidemment que je conclus, parce qu'en plus il me reste 5 minutes. Donc pour obtenir un Yes Man, pardon, ne vous faites pas trop de films, évidemment. Tout ça, ça reste des idées pour performer votre négociation salariale. Mais pour obtenir un Yes Man ou Woman, ne faites pas rétrécir des gosses, ne bradez pas vos compétences, ne vendez pas la maison, ne faites pas, je sais pas, ne dites pas vous n'êtes pas cher, ça n'est pas un argument. Par ailleurs, dans le domaine de l'IT, parfois il y a des personnes qui se comportent en golden boy, en loup de Wall Street. Sauf que des fois vous êtes très bien payé parce que vous êtes indispensable chez vous, mais il faut vérifier votre employabilité parce que parfois vous valez plus grand chose malheureusement, entre guillemets, sur le marché. Donc restez connectés au marché. Des fois les compétences, ce n'est pas uniquement une guerre des étoiles sur GitHub. C'est aussi de l'impact, c'est un track record, c'est tout ça. Alors, pour vous, jours heureux, c'est vraiment très, très important de regarder pas uniquement le salaire, mais aussi est-ce que l'entreprise vous propose des choses à côté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les avantages, mais c'est aussi la culture d'entreprise. Est-ce qu'il y a l'inclusion de la parentalité, l'inclusion de votre handicap? Est-ce que vous allez être heureux dans cette entreprise? Parce que des fois, on vous propose un très, très bon salaire, mais ça finit en frais hospitaliers pour burn-out. Donc vraiment, il faut les regarder les à côté. Évidemment, vous me citez la peur. Elle était facile. Vont dire, j'ose pas, machin, allez-y, osez en face, ils osent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et enfin, si vous obtenez ce que vous voulez, j'aurai la chance avec vous de danser la carioca. Est-ce que je vais le faire ou pas? Bien évidemment. Et il me reste 1 minute pour danser et me ridiculiser. Évidemment, j'ai pas sorti mes trucs, mais c'est pas grave. Dansons la carioca. Les pages, je les connais pas par cœur, donc il n'y a pas de... Bref, merci vraiment à tous pour votre attention, c'était super. Très content de vous avoir partagé tout ça. J'espère que vous avez pris des choses. Et évidemment, pour finir sur une note d'humour, parce qu'il me reste 2 secondes, vous pouvez donner vos feedbacks avec Guillaume Scanet. Voilà, c'était très nul, mais je suis fière quand même de ma blague. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Merci pour la presse. J'ai juste une question. Si j'ai bien compris, tu recommandes de ne pas donner son salaire actuel. J'ai pas entendu. Pardon. Si j'ai bien compris, tu recommandes de ne pas donner son salaire actuel en entretien RH. Bah, du moins, si je te dis, par exemple, quel est ton salaire souhaité et que tu me donnes ton salaire actuel, déjà, c'est pas la question. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, tu te mets une balle dans le pied. Autant tout de suite parler du salaire souhaité. Par contre, si à un moment donné, on te dit, bah voilà, quel est le salaire actuel, parfois, là, déjà, tu n'es pas obligé de le donner. Mais souvent, quand tu dis, ah, je ne vais pas le donner, on sait que c'est très bas. Voilà, donc du coup, autant donner un package. Par exemple, si tu as un fixe à 55, mais que du coup, en package, tu es à 60, tu dis, bah, mon salaire fixe aujourd'hui est à 60. Top. Merci Un beaucoup. exemple, quoi. Voilà. Merci. Oui, désolé, c'est pas vraiment une question. C'est le formulaire qui est fait par Denis pour renseigner vos salaires et vos conditions salariales dans la tech en Nouvelle-Aquitaine est accessible sur ce QR code et je vais le tenir sur la porte devant. Mais merci pour ta conférence. Ça marche. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ou un autre QR code? Bon, bah, je pense que dans ce cas-là, on peut terminer. Merci beaucoup. Encore merci à vous.